on note qu'il y a différents stades de l'évolution de la pathologie. Le patient est pleinement dans sa pathologie et on voit notamment de façon plus proche avec la télésurveillance un contact qu'on a avec le patient qui nous permet de faire un petit peu du cas par cas. Alors Thomas, tu nous as vraiment montré ça, c'était vraiment très intéressant avec la polypathologie que présentent nos patients, surtout ceux qui ont une fraction d'éjection préservée et qui sont très âgés. Donc c'était très intéressant dans ce sens. J'avais une question aussi pour Emmanuelle. Est-ce qu'elle pense que la finérenone va arriver en France et quand? Alors, on a des signaux pas très positifs sur l'arrivée de la finérenone. En fait, la singularité de la finérenone, c'est que c'est un antagoniste des minéralocorticoïdes qui n'est pas stéroïdien. Et donc, c'est comme ça que finalement le laboratoire a justifié un petit peu la nouveauté sur la molécule qui finalement fait partie du même type de classe médicamenteuse que l'aldactone ou l'éplérénone. Malheureusement, en France, le laboratoire, et j'ai une confirmation encore récemment, il n'est pas du tout prévu d'avoir un remboursement de la finérenone en France, en fait. Je pense que les pouvoirs publics tablent plutôt sur l'utilisation des anciennes molécules, c'est-à-dire éplérénone et aldactone, pour le traitement de nos patients insuffisants cardiaques. Enfin, voilà. Donc, en fait, on a eu... Ouais, moi, j'ai discuté avec le laboratoire. Malheureusement, je n'ai pas je ne pense pas que ça va être remboursé. En tout cas, ce n'est pas les signaux qu'ils nous donnent. Mais par contre, ça ne veut pas dire ne traitez pas vos patients. En fait, ça veut dire que en fait, l'idée derrière, c'est de mettre les patients sous éplérénone ou sous aldactone. Hein. Mais Emmanuel, tu penses pas, Emmanuel, que cette étude est positive, non pas parce qu'il y a des patients qui ont une fonction ventriculaire strictement conservée, mais parce que les patients principalement inclus avaient une FEVG modérément altérée. C'est un peu le même problème avec la glyphosine. On a l'impression que plus la FEVG est basse, plus les résultats sont positifs. Dans le groupe FEVG strictement conservé, les glyphosines ne sont pas foncièrement sont pas très très bénéfiques pour le pronostic vital. Parce que c'est pas le même problème avec cette nouvelle molécule. C'est la FEVG modérément altérée. Oui, alors effectivement, donc le commentaire sur la fraction d'éjection est intéressant parce que finalement, en fait, cette fraction d'éjection dont on parle tout le temps, puis il y a vraiment en fait un débat aujourd'hui sur est-ce que véritablement la fraction d'éjection reste un biomarqueur important pour le traitement de nos patients. Parce qu'en fait, il y a des molécules qui vont marcher sur tout le spectre de fraction d'éjection. Et voilà, bon. En fait, voilà, que faire de cette fraction d'éjection et quels sont les seuils en fait qui vont être intéressants. En fait, moi, je pense que pour des fractions d'éjection autour de 60%, le problème, il est qu'en fait, on inclut des patients qui ne sont pas peut-être pas entre guillemets, des patients vraiment insuffisants cardiaques. Ça peut être des patients qui ont des insuffisances cardiaques réversibles ou causées par d'autres phénomènes. Et donc, effectivement, dans ces fractions d'éjection vraiment normales, 60%, on est, je pense, sur des patients qui sont pas... Voilà, je ne suis pas sûre qu'on se soit sur justement ce phénotype, sur ce syndrome d'insuffisance cardiaque. Alors qu'effectivement, jusqu'à 50-55%, on est chez des patients insuffisants cardiaques, mais surtout, en fait, il faut regarder les autres anomalies structurelles comme la dilatation de l'oreillette, l'élévation, enfin, la modification du profil transmitral, l'anomalie sur le remplissage du VG ou la diastole. Donc, il y a quand même d'autres paramètres à regarder qui nous montrent néanmoins qu'il y a une anomalie, une maladie structurelle au niveau du myocarde. Ce que nous dit, si on s'arrête à la fraction d'éjection, finalement, en fait, on va passer à côté d'une partie du diagnostic. Et encore une fois, pour moi, la fraction d'éjection, c'est un biomarqueur parmi d'autres. Et c'est important de garder en tête que l'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome avec des symptômes, une élévation des peptides natriurétiques, des anomalies structurelles, mais qui ne sont pas que la fraction d'éjection, qui sont aussi la dilatation, encore une fois, des cavités, de l'oreillette, d'une anomalie du remplissage ventriculaire, tout ça. Et je pense que quand tu prends cette partie...
en compte cette chose-là, finalement, ça explique pourquoi les glyphosines et les ARM sont positifs jusqu'à des fractions d'éjection autour de 55%. Voilà. Oui, mais on est quand même obligé aujourd'hui de tenir essentiellement compte de la FEG parce que toutes les recommandations, toutes les études sur les médicaments, sur le traitement électrique sont dépendantes que d'une seule chose, la fonction ventriculaire gauche, avec des cutoffs à 35%, à 40%, à 50% maintenant puisqu'on délimite la FEVG modérément altérée. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre, mais c'est là où tu touches du doigt la limite de la fraction d'éjection. C'est-à-dire qu'en fait, on a encore les guidelines 2023, là, update 2023, qui nous parlent de ces cut-offs de fraction d'éjection sans regarder autre chose dans le phénotypage de nos patients. Et voilà, en fait, il y a aussi beaucoup de littérature que je pourrais te partager qui dit mais en fait, la fraction d'éjection, ce n'est qu'un biomarqueur parmi d'autres biomarqueurs. Donc, si on se limite à ça, donc toutes les recos se sont basés sur cette fraction d'éjection. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fallait bien trouver des biomarqueurs justement pour classer les patients. Et c'est comme ça que les études initialement ont été construites. Les premières études avec les IEC, les bêta-bloquants, ils ont bien fallu qu'il y ait un paramètre qui rentre dans la sélection des patients et ce paramètre a été la fraction d'éjection. C'est ça. Et après, comme on a basé toute notre littérature et toutes nos études sur ce biomarqueur, du coup, c'est ça. Et ça peut expliquer aussi que certaines études sont négatives, tu vois, par exemple sur la resynchrose, sur des choses, tu vois, peut-être qu'il y avait d'autres petites, tu vois, après on s'est dit, voilà, il faut regarder pas que ça, il faut regarder le QRS, il faut regarder, mais bon, c'est cette fameuse fraction d'éjection. Donc, pour conclure rapidement, un patient avec une insuffisance cardiaque, dont on est certain du diagnostic, mais la FEVG est à 65%, tu prescris aujourd'hui un antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes et une glyphosine ou pas? Alors le 65%, il n'est pas dans les il est pas dans les recos stricto sensu là. Non mais il faut que non mais moi je pense qu'il faut réfléchir à mon avis à un moment donné parce qu'on n'est pas dans. En fait, il faut réfléchir à la cause de l'insuffisance cardiaque. Franchement, je pense qu'il faut, par exemple, tu vois là, je vous ai pas montré, mais par exemple, en fait, il y a de plus en plus d'études qui montrent que pour les patients qui font l'insuffisance cardiaque en lien avec de la FA, donc ce qu'on appelle des cardiopathies rythmiques, qui récupèrent une fraction d'éjection normale, en fait, ces patients, là, il y avait je crois que c'était enfin, je ne vous ai pas montré, mais il y avait une étude qui a été présentée à l'ESC où tu peux arrêter les traitements, les patients ne redécompensent pas. Donc, en fait, je pense qu'il faut plutôt que se regarder sa fraction d'éjection, c'est peut-être de réfléchir en se disant, en fait, ce patient a une cardiomyopathie et de quel type s'agit-il? Tu vois, c'est pareil, tu vas pas, un patient qui a une HVG, qui a une suspicion de CMH, tu vas pas le traiter de la même façon qu'un patient qui a une cardiopathie ischémique, tu vois. Donc, réfléchissons, en fait, moi, par rapport à la fraction d'éjection, justement, j'aurais plutôt tendance à réfléchir après, en deuxième ligne, en me disant, c'est quoi la cause de cette insuffisance cardiaque? Et adapter un petit peu mon approche sur ça. Toujours en ayant en tête la fraction d'éjection, voilà. Mais pour des trucs un peu border, comme ça, un peu borderline, réfléchir à la cause, en fait. C'est clair. Est-ce que c'est pas un hyperdébit? Est-ce que c'est pas une thyroïde? Est-ce que tu vois, il n'y a pas autre chose sous-jacent? Enfin, c'est où là. Très bien, merci. Moi, j'avais une question juste pour Thomas. Au vu de ton topo, de tes explications sur l'intérêt de la télésurveillance, que penses-tu de l'arrêt chez les patients qui sont stables d'une télésurveillance? Est-ce que tu penses qu'il faut… Parce que ce n'est pas très clair. On nous dit, alors, il n'y a pas de recommandation pour l'arrêt, pas de recommandation pour la poursuite, mais on se base sur le BNP, mais un BNP à 1000, c'est pas chez un patient de 120 kg, ce n'est pas un BNP à 1000 chez un patient de 60 kg. Est-ce que c'est pareil? Quels sont pour toi aujourd'hui les critères d'arrêt, sachant que ça permet de détecter d'autres pathologies que la décompensation cardiaque chez les patients qui sont forcément sévères puisqu'ils ont fait un épisode de décompensation cardiaque? Question difficile, ne m'en remercie pas. On réglera ça demain au boulot. Merci. C'est une question qui n'est pas évidente. Vous m'entendez bien là? Oui. Oui. Après, c'est toujours difficile parce que si dans 1 an et demi, la petite patiente de 80 ans passe en fibrillation atriale, on lui épargne donc l'hospitalisation et puis on lui épargne l'AVC aussi. Hein.
Donc ça, c'est toujours intéressant. Et parmi nos patients âgés, certains ne se font pas vacciner tous les ans contre la grippe, contre le Covid ou d'autres choses. Donc on ne sait pas si dans 3 ans, le patient fait un Covid, il va redécompenser là-dessus. Et donc, moi, de façon humble, je serais d'avis de le maintenir autant que le patient le supporte et tolère l'usage. Hein. Parce qu'on a des surprises, des fois, des patients parfaitement stables durant 1, 2, 3, 4 ans, et derrière, un flotteur ou une grippe ou un Covid. Et ça, on a des décompensations extrêmes. Et si ça survient et que c'est pas vu à temps, ça finit très mal. Hein. On a très peu, on a de moins en moins aux urgences cardiologiques, on a de moins en moins de SAMU à 2 heures du matin qui nous amènent un OAP. Avant, il y a 10-15 ans, voilà, il y en avait pléthore, mais là, c'est de plus en plus rare, ces patients qui redécompensent. Il y en a toujours, mais on a moins de SAMU en pleine nuit. En tout cas, ça, on le voit. J'ai une autre question pour Thomas aussi. C'est vrai que dans ton topo, tous les cas qu'on a vus nous montrent un autre aspect de la télésurveillance, parce qu'il y avait quelques exemples où tu montrais qu'il y avait des prises de mesures qui étaient supplémentaires par rapport à la prise de mesures quotidienne que les gens utilisaient. Est-ce que c'est pas un petit peu à double tranchant? Alors, en général, on ne leur dit pas de reprendre des mesures, c'est eux qui le font spontanément. Dans la partie éducation thérapeutique qu'on fait en mettant le matériel à disposition des patients, on ne leur dit pas en général de prendre des mesures supplémentaires. Sauf que là, on voit que ça a servi, c'est vraiment de façon significative et ça a même pu sauver les gens parfois. Mais ça reste à double tranchant, je pense. Tu vas nous dire ce que tu en penses, dans la mesure où, à la moindre extrasystole, si le patient refait encore des séries et des séries de mesures, on ne va plus s'y retrouver. Oui, merci, oui, merci pour la question. Après, là-dessus, moi, de façon assez humble, je me base sur l'expertise de nos infirmières. Et en fait, nos infirmières d'insuffisance cardiaque, on a de la chance, elles sont d'excellents niveaux. Et à force, elles connaissent un peu les patients. Ça veut dire que si un patient est cortiqué et suit bien son traitement, et on sait que si lui, il appelle, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Et lui, il ne nous embêtera pas pour 3 extrasystoles à 19 h. A contrario, il y a des patients qu'on se transmet, hein, qui sont connus, et même pour d'autres pathologies, même l'exacerbation de BPCO. Si l'exacerbation de BPCO désature pendant quelques jours, voilà, on se le transmet le matin et on sait que ce patient-là va sonner pendant quelques jours. Mais là-dessus, de façon assez humble, on a le même souci chez les patients en fibrillation atriale à qui on donne un Cardia LifeCore. Hein. Si le patient fait 3 ECG par jour, il va nous saturer en message et après, on n'y comprend plus rien. S'il nous envoie 2 ECG par an, là, on va y prêter un peu plus d'attention. Tout à fait. Juste un petit mot pour décrire notre pratique. On parlait de la vaccination. Nous, on a commencé avec nos infirmières, notamment Christine Goujon, Isabelle Nouffer, à faire des ordonnances systématiques pour la vaccination contre le pneumocoque. Et nous faisons l'ordonnance pour que le patient aille le chercher. Et nous mettons dans le courrier pour le médecin traitant qu'il faut veiller à une vaccination également contre la Covid et contre la grippe. Je pense qu'il faut être très, très vigilant. En effet, c'est un bon moyen également d'éviter des décompensations cardiaques et ce n'est pas difficile d'y remédier en faisant les prescriptions. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Il est 21h33. Merci Emmanuel, merci Thomas. Est-ce que vous voulez rajouter encore un petit mot, pas Emmanuel et Thomas? Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à l'équipe eDevice pour l'organisation. Merci à vous d'être encore présents nombreux. Et j'espère à très bientôt pour un nouveau webinaire sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée.